Salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. boîteapain.com. La Boîte à Pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous et bienvenue aux Matins éphémères. Caroline Stephenson à l'instant qui prend l'antenne pour cette nouvelle saison d'automne-hiver. Ça y est, ça a été lancé hier. Et ce matin pour la saison d'automne, notre collaborateur chronique. On va parler également ce matin à Georges Goma. Il sera avec nous dès 8h. On fera le point sur l'actualité africaine avec Georges, la géopolitique là-bas qui se redessine, j'allais dire lentement mais sûrement, mais ça bouge quand même rapidement. Alors, on verra avec Georges à 8h là, ce qu'il en est. Et voilà, vous écoutez les Matins éphémères, Caroline Stephenson. Aujourd'hui, mardi, le 12 septembre, édition donc qui débute la saison d'automne-hiver. Bon, grosso modo, en tout cas, puisqu'hier, on lançait notre nouvelle programmation pour l'automne-hiver 2023-2024. Espérons que vous serez avec nous pour cet automne. Une belle programmation. Des belles émissions également. Jean-François Artaud qui sera là, son émission qui prendra l'antenne tout de suite après moi le jeudi. Mais nous, côté Matin éphémère, je vous dirais que c'est plutôt la continuité. On aura quelques nouvelles collaboratrices qui s'ajouteront à l'équipe, mais c'est toujours un grand plaisir. Et j'en profite de ce micro pour les saluer tous mes collaborateurs, collaboratrices qui sont nombreux. Je sais plus, j'en ai plus d'une vingtaine qui sont là. Et depuis 10 ans maintenant que j'anime cette émission, il y en a qui étaient là avant que j'arrive et qui sont toujours là. Je pense à Nicolas Médieu, entre autres, que je salue, qui est notre sommelier sans cravate, qu'on retrouve les vendredis. Et je pense à Georges, qui va arriver dans quelques minutes également, qui nous propose sa chronique d'Afrique noire. Il y a Monsieur Silès également. Raymond Côté, Raymond Côté, oui, qui nous parlera demain. Raymond Poirier, à qui on a parlé tout à l'heure. Et là, bien sûr, je veux pas tous les nommer parce que il y a beaucoup de monde à l'émission et c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, surtout aussi qui donnent carrément de leur temps pour transmettre de l'information, transmettre leur savoir comme ça parce que c'est important et parce qu'on a envie de le faire et on a envie de communiquer et de transmettre puis qu'on est curieux aussi d'en savoir plus sur plein de sujets. 8h06, je le disais, Georges viendra dans quelques instants. Aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cache, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour pour briser nos chaînes. Sonne canon et tambour, c'est l'amour qui gronde. L'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il m'aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Il m'aime, il t'aime, ils aiment. Voilà, aimons-nous, on a bien besoin d'amour. L'Afrique aussi a bien besoin d'amour. Georges Goma est avec nous pendant cette chanson d'Ariane Moffat. Oh, attends, Georges, je vais aller te chercher une
petite petite housse de micro. Bon, oui, d'accord. Pendant que tu vas chercher ta petite housse de micro, Georges, ce matin, va nous parler du panafricanisme au moment où on disait en Libye, il y a des inondations catastrophiques, au Maroc, des tremblements de terre. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Bon, maintenant on est bien installé. On est bien installé. Des achalandais qui ont eu des travaux toujours partout. Hein. Ben oui, ça arrête pas. Au niveau des Limoilou, impossible. Mais qui va s'en plaindre? Qui va s'en plaindre? Quand on a dit qu'au Maroc il y avait eu des tremblements de terre. Voilà, les tremblements de terre. On est à près de 2800 morts. C'est pas vrai ça. C'est puissant ça. C'était très fort ça. Ouais. Ouais. Bon. Mais nous, on parle, de l'Afrique. Le Maroc en fait partie. Mais en général, on se concentre, plutôt sur l'Afrique noire. L'Afrique noire d'une manière générale. Oui, en particulier. Mais en général, quand même, on touche souvent à l'Afrique du Nord. Hein. Tu sais, il y a eu des séries par le passé aussi, des chroniques sur l'industrie automobile. Tu te rappelles, hein. Ça fait longtemps quand même. Hein, mais revenons sur le panafricanisme et puis tout ce qui se passe parce que la situation bouge là-bas. Et depuis qu'on a commencé les chroniques, vraiment, on sent qu'il y a une sorte d'effervescence. Est-ce que c'est positif? Mais en tout cas, ça bouge et ça change. On traverse une période de changement. Une fois de plus, Caro, tu sais très bien que je suis sociologue, et donc nous on dirait des changements sociétaux. C'est-à-dire les changements sociétaux, ce sont ces périodes-là qui changent quelque chose de fond en comble. Et on a comme l'impression qu'en Afrique, évidemment, depuis un certain temps, on peut le dire depuis 1989, hein, avec le chute du mur de Berlin, là où les pays africains se sont tous résolus à aller vers la démocratie, mais on a constaté que cette démocratie-là n'était pas acquise. Voilà, on peut parler de transition démocratique parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a certains pays qui sont allés vers la démocratie et tout d'un coup sont revenus vers les dictatures. Donc on se demande, attendez, la démocratie c'est quand même universel ça. Nous vivons dans des sociétés nos sociétés contemporaines, des sociétés modernes, même en Afrique également, c'est moderne puisque ce qu'on trouve ici en Occident, on trouve en Afrique également, c'est des grandes villes qui se sont développées, aller à Lagos, aller à Kinshasa, aller à Djobour, aller partout, on n'est pas forcément dépaysé quand on reste dans les grands hôtels et que sais-je encore, et on voit, et puis voilà. Mais le problème, Caro, c'est que on aimerait revisiter quand même cette idée du panafricanisme. Parce que à la lumière des coups d'État ces derniers temps, tu sais très bien que c'est des coups d'État partout, des coups d'État militaires. Et on a comme l'impression que, mais qu'est-ce qui explique le fait que on retrouve les treillis aux présidences de la République. À l'époque des indépendances, il y avait les coups d'État sont quand même quelque chose d'assez immanent à l'Afrique en tant que tel. Il y a des coups d'État, pas seulement l'Afrique, l'Amérique latine également. On voit qu'il y a des coups d'État. Et puis d'autres aussi en France aussi, on peut dire que De Gaulle avait fait un coup d'État. Mais qu'à cela ne tienne, un coup d'État, c'est la prise de pouvoir par des moyens non démocratiques et généralement par l'usage de la force, puisque généralement ce sont les militaires qui font des coups d'État parce ils utilisent leurs instruments de travail, hein, les armes pour prendre le pouvoir et parfois avec un bain de sang. Alors, depuis c'était pas le cas, rappelons-le, au Ghana, le dernier coup d'État au Ghana, ça c'est voilà, c'est un coup d'État plus traditionnel. Oui, mais voilà, mais la notion de coup d'État aussi, on peut l'élargir. Ce n'est pas simplement les gens treillis ou bien il y a des coups d'État constitutionnels aussi. C'est-à-dire que un président prend un mandat indu, c'est aussi un coup d'État. C'est-à-dire qu'on prend le pouvoir par des moyens non démocratiques parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Mais dans tout ça, la peur, Caro, la peur que nous autres, qui sommes peut-être des utopiques ou des utopistes, à penser que non, mais l'Afrique peut se relever, l'Afrique peut se dresser comme un
partenaire vraiment crédible et valable dans le concert des nations au niveau international. On voit très bien comment le progrès s'établit ailleurs. On voit que des États qui sont installés, qui ont des constitutions, qui les respectent. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever ici au Québec et dire que voilà, je vais faire fi de la Constitution et puis bon, on prend le pouvoir ici au Québec n'importe comment. C'est impensable. C'est impensable. Donc, au niveau de la stabilité politique en tant que telle, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel. C'est pas que quelqu'un qui se lève comme ça, bon, parce qu'il a des armes, il va faire un coup d'État et puis se met au pouvoir. Ça, c'est de l'anarchie. Mais ces coups d'État, Caro, comme on l'a vu là, mais à un certain moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des coups d'État qui sont salvateurs? Ouais. Qui apportent le salut? Est-ce qu'on peut se dire ça? Ben, je pense qu'on peut dire cela. Est-ce que c'est arrivé? Là, on regarde ce qui se passe au Ghana, puis c'est drôle parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines. Bon, dans l'actualité, remarque qu'on en parle moins. Au Gabon, plutôt. Au Gabon, oui, pardon. Alors, au Gabon, oui, on en parle moins dans l'actualité. Il se passe beaucoup de choses, là, ça se bouscule. Mais est-ce qu'on pourrait parler soit dans l'histoire ou au Gabon d'un coup d'État salutaire? Ben, écoute. On verra, l'histoire nous le dira dans le cas du Gabon, mais est-ce qu'on a déjà vu ça? Oui. L'histoire nous le dira. Le cas du Gabon est emblématique. L'histoire nous le dira parce que là, Monsieur Oligui Nguema, Clotaire, bon, écoute, il est sous. L'histoire le regarde. Déjà, le fait qu'il ait fait ce coup d'État-là... Ça, c'est le chef de l'armée, là. Hein? C'est le général. C'est pas le chef de l'armée, c'est le chef de la garde présidentielle. Ah oui, la garde présidentielle. Oui. Petite nuance. Il y a une grosse nuance. Hein? Effectivement. C'est pas le chef d'état-major de l'armée, parce que le chef d'état-major de l'armée est loin du président. Hein? Mais là, c'est le chef de la garde présidentielle, c'est-à-dire celui qui voit le président presque tous les jours, qui est toujours à côté de lui, qui assure sa sécurité. Mais on n'a pas ça ici, la garde présidentielle. Hein? Ici au Québec, non, il n'y a pas cette culture-là. Non, il n'y a pas. Et c'est formidable. Ça aussi, c'est assez africain quand même, non? La garde présidentielle, non. Pardonne mon ignorance. Non, mais en Afrique, il y a ça, mais c'est hérité de la France. Ça, c'est tout le système français. Vous savez, il y a la garde présidentielle française quand même. Hein? Donc, voilà, en Angleterre, vous voyez aussi qu'il y a des gens qui gardent la couronne et des choses comme ça. Ce qui se passe en Afrique, c'est quand même la réplique de ce qui était des restes de colonialisme. Du colonialisme en tant que tel, quoi. Voilà. Donc, pour revenir un peu, avant de passer à cette idée du panafricanisme, ce qui se passe au Gabon, et pour l'instant, on pense que c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'il y a eu un pouvoir. Pratiquement depuis les années 60, le pouvoir des Bongo. Les Bongo qui sont au pouvoir depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Le père Bongo est mort en 2009 et puis il a mis son fils. Et son fils est là aussi, qui fait des coups d'État constitutionnels à ne pas en finir, parce que on voit très bien que ils ont trouvé la méthode nécessaire pour gruger les élections, pour tromper les élections, pour frauder les élections. Ils le savent de toutes les façons. Hein. Il suffit de prendre la liste qui est sortie le premier. Ah c'est Caro qui est sorti le premier, Georges est sorti en 5e position, mais comme Georges est au pouvoir, renversez. Mettez Georges à la place de Caro qui est en premier et mettez Caro à la place de Georges qui est en 5e. Et le tour est joué. Qui va se lever? C'est aussi facile que ça. Donc c'est pourquoi ils attendent souvent. Ils sont tellement conscients de faire ça, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, que généralement, quand ça arrive, ils coupent Internet. Ils coupent Internet pour que, évidemment, les résultats ne sortent pas, parce que les gens qui sont quand même dans les salles de vote, qui voient le dépouillage, ils ont des résultats. Mais il faut leur boucler le bec pour qu'ils ne parlent pas, et puis on ferme Internet. Et pas plus compliqué que ça. Prendre le pouvoir. Et puis, on attend 4 heures du matin ou 3 heures du matin pendant que les gens dorment pour proclamer les élections, les résultats en question, tu vois? Parce que là, les gens dorment, parce que si on proclame pendant que les gens ne dorment pas, ils vont sortir dans la rue et puis protester. Donc, il y a toute une technicité qu'ils ont conçue pour passer tranquillement la pilule et puis rester au pouvoir. Là, c'est un danger. Donc, sur ce point de vue, ce qui s'est passé au Gabon, c'est une bonne chose dans ce sens que on a
il y a la rupture de la circularité d'un pouvoir séculaire. Finalement, on en avait marre des Bongos. Ailleurs, c'est pas mieux, hein. Là, on parle du Gabon. Et ça, c'est déjà, en tant que tel, révolutionnaire. Ouais. Maintenant, le grand problème, Caro, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va reconfigurer l'espace politique au Gabon? Et quand je parle du Gabon, Caro, c'est pas seulement le Gabon qui est aux prises à ces problèmes-là. Est-ce que pourquoi on penserait pas dans les changements géopolitiques que nous vivons aujourd'hui au niveau global? Pourquoi on ne repenserait pas à cette idée du panafricanisme? C'est-à-dire, mais attendez, le Gabon seul ne peut pas opérer les changements que nous attendons en Afrique, parce que l'Afrique c'est une entité, même l'entité première quand même. Hein? Quand on parle des Africains à l'extérieur, on est tous pris dans la même nasse en tant que tel, et on sait très bien aussi que il y a des atouts. L'Afrique a des atouts, a du potentiel, que ça soit en ressources humaines, en matière de sous-sol et tout, en intelligence également. Mais cette intelligence-là, il faut la cristalliser, il faut l'organiser pour que les Africains aussi, à un certain moment, soient pas dépendants des autres en tant que tels. C'est ça que nous recherchons. Et puis certains disent, ah ben oui, on a toujours besoin de l'expertise extérieure, mais les Africains, il y en a qui savent qui ont cette expertise, qui sont dissimulés dans les pays ailleurs, dans les pays occidentaux, qui travaillent dans des laboratoires de recherche, qui font la recherche fondamentale, qui sont dans des grandes entreprises qu'on ne voit pas mais qui sont là. Mais imagine un peu, Caro, que l'Afrique, pour cette fois-ci, arrive à cristalliser cette intelligence, mais c'est pas en rompant avec le reste du monde, mais en établissant des rapports de partenariat avec le reste du monde. C'est-à-dire que il y a des Québécois qui connaissent cette expertise que nous n'avons pas ici. Eh ben, en allant dans le partenariat, on paye au prix fort cette expertise québécoise qui vient en Afrique quelque part et puis faire ce qu'il faut faire. Et puis aussi répondre, donner la confiance quand même, se donner la confiance à ces experts africains. Modibo Diarra, par exemple, le Malien qui était à la NASA, c'est lui qui a envoyé quand même l'engin qu'on a envoyé quelque part dans l'espace. C'est Modibo Diarra, c'est un Malien quand même. Et puis on peut multiplier. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites par des Noirs. Mais tout cela, c'est quand même de l'intelligence. Mais sauf qu'en Afrique, on n'arrive pas à cristalliser cette intelligence. Et ce serait temps. Et c'est d'où les coups d'État qui se passent aujourd'hui. Les militaires qui font ça, là, bon... On est mitigé là, Caro. On est mitigé là-dessus. Bon, on espère qu'ils ne garderont pas le pouvoir, c'est ça. Voilà, qu'ils ne garderont pas le pouvoir, mais aussi, surtout, qu'on arrive à sacraliser les institutions démocratiques. C'est-à-dire que une institution, c'est sacré. Comme Obama disait, nous avons besoin des institutions fortes en Afrique, mais pas des hommes forts. Parce que les hommes forts, c'est des gens qui ont la gâchette facile et toujours là, et tout cela, et qui restent au pouvoir. Mais on peut pas penser qu'une personne reste 40 ans au pouvoir, reste 50 ans au pouvoir. Il n'y a pas de sens à cela. Vous voyez? Et donc, repenser cette idée du panafricanisme, déjà le panafricanisme... Alors, quand on parle de panafricanisme, Georges, encore là, je sens que je vais poser une question, là, mais qui je sais pas, qui est naïve un peu, mais ça englobe quoi? Parce que c'est grand, l'Afrique, là. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale. Alors, on est l'Afrique du Sud qui est un peu à part, qui est vraiment un peu à part là, mais alors, quand on parle de panafricanisme, qu'est-ce qu'on englobe? Très bien, ça c'est une très très bonne question. La première des choses, c'est d'abord, c'est quoi le panafricanisme? On va d'abord, et on va définir ce qu'est le panafricanisme, et puis on va repartir un peu à ces personnes-là qui ont enclenché le mouvement panafricanisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est simplement ceci, que le panafricanisme est un mouvement politique et idéologique, je dis et idéologique, qui vise à promouvoir l'unité, la solidarité et le développement économique, social et politique de l'Afrique et de sa diaspora. Et on va voir que le mouvement panafricaniste est parti de la diaspora. Oui. Donc tu fais partie. Mais dont je fais partie, bien évidemment.
Les enjeux du panafricanisme aujourd'hui sont nombreux et reflètent des défis auxquels le continent africain, Caro, est confronté au XXIe siècle. Nous sommes au XXIIIe siècle. Donc, ce sont des enjeux repensés, reconfigurés et recontextualisés aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a par exemple les enjeux qui sont liés à l'intégration africaine. Cette intégration, que ça va être globale ou bien sous-régionale. Vous voyez? Il y a aussi des choses comme le développement économique, naturellement. Tu sais très bien que tout se cristallise quand même autour de cette idéologie de l'économie quand même. Hein? Ouais. Donc, les pays pauvres, ceci, cela, un continent qui est riche, en même temps pauvre, en même temps, et ainsi de suite. C'est quand même l'économie. Et l'économie se rapporte à quoi? Le chemin pour l'économie, c'est quand même le développement industriel. C'est ça qui a fait la richesse en Occident. C'est quand même la révolution industrielle, 18e siècle en Angleterre, 19e siècle en France, et ça s'est répandu partout. Si vous ne pouvez pas produire ce que vous mangez, vous serez toujours dépendant des importations, ce qui vient d'ailleurs, dont vous n'avez pas la maîtrise de la fabrication. Et quand on ajoute des taxes, ce sont des produits qui deviennent encore très chers. Et quand tu prends aussi sur le plan de l'économie, Caro, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre des matières premières brutes en Afrique. La bauxite, l'uranium, le pétrole, on le prend brut. Et quand on le prend brut, là, eh ben, c'est pas les Africains qui fixent les prix. C'est-à-dire qu'on prend ce minerai-là, on l'amène en France, par exemple, et on le transforme en France. On est bon aussi au Canada dans les mines. Au Canada aussi, mais oui, mais j'ai fait une émission avec monsieur Alain Deneau, qui est un professeur dans le Nouveau-Brunswick à Moncton, qui a écrit Noir Canada, et qui parle également que le Canada n'est pas en reste par rapport un peu à ces habitudes-là qu'on déplore quand même dans le rapport avec l'Afrique. Ouais. Donc, bon, mais ça, revenons c'est à autre notre chose. panafricanisme, c'est donc ces ressources qu'on tire de l'Afrique. Voilà. Et je reviens à ma question, là. Quand on parle de panafricanisme, est-ce qu'on parle de l'Afrique du Nord également? Oui, est-ce que mais ça je vais englobe venir quand même aussi. Je dis les enjeux. Qu'on saisisse d'abord les enjeux. D'accord, les enjeux. Et les enjeux, on a parlé de l'économie, on parle de la gouvernance aussi. Et nous sommes dans la gouvernance, puisque si nous nous battons tant pour que la démocratie s'installe, c'est parce que nous avons besoin d'une bonne gouvernance. Et les organisations internationales, Caro, poussent les Africains à aller vers la bonne gouvernance. Et ce qu'on constate un peu de paradoxal, c'est que ce sont cette même communauté internationale qu'on trouve en train de soutenir des dictatures incroyables. Alors là, on ne comprend pas. La gouvernance n'est pas difficile, Caro. C'est simplement que la démocratie se passe et que une personne qui vient au pouvoir, quand il a terminé ses années de pouvoir, ses mandats, qu'il aille s'asseoir. Et quand il va s'asseoir, il devient encore une personne pleine de pouvoir et pleine de valeur parce que il ne sera pas obligé d'aller en exil. Sa famille est en sécurité. On vient demander conseil auprès de lui et il peut même revenir au pouvoir après quelques années. Mais si tu restes au pouvoir, tu te camponnes au pouvoir, tu tues les gens à tout bout de champ pour garder le pouvoir comme un os, un chien devant un os qu'il veut garder, eh ben, sache que quand tu tues des gens, mais c'est pas toi-même qui es vu, mais ta famille aussi est mise en danger. Donc, il y a la gouvernance, il y a aussi, l'identité culturelle, bon là on va passer rapidement, on le sait très bien, la diaspora africaine aussi, et la diaspora aussi, l'enjeu à ce niveau-là, c'est que les gens au pouvoir qui s'incrustent au pouvoir prennent la diaspora en chien de faïence, c'est-à-dire comme un danger, potentiellement. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Alors qu'ils devaient prendre la diaspora comme un partenaire quand même aussi. Exact. Quand nous venons, je vois ce qui se passe ici, je me dis mais c'est pas possible. Regardez ici au Québec, on fait des choses grandiose, sans faire du bruit, mais avec une facilité déconcertante. Mais comment on peut pas faire des choses comme ça en Afrique, ainsi de suite. Bon, maintenant, tu parles du panafricanisme, la géographie du panafricanisme. Mais la géographie du panafricanisme, c'est toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, également. Oui, l'Afrique du Nord et Afrique aussi. C'est tout simplement... C'est le continent, dans le fond. C'est le continent. Ah ben, absolument. C'est un beau gros continent, mais historiquement, le continent noir complètement a été noir complètement. L'Afrique du Nord, c'est une entité, c'est au cours de l'histoire
quand même. Hein? Sinon, quand on prend l'Égypte ancienne, mais écoutez, aujourd'hui, on peut plus. L'Égypte ancienne, elle est noire en tant que telle. Et toutes les régions, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, au départ, ça s'est blanchi au cours de l'histoire, mais ce n'est pas le topo aujourd'hui. On pourra revenir là-dessus. Oui, mais en tout cas, l'idée, c'est que le panafricanisme englobe le continent, carrément. Englobe le continent. Kadhafi est mort, c'est parce qu'il voulait cristalliser aussi une certaine idée du panafricanisme en finançant, en encourageant une monnaie africaine pour remplacer le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, là, hein, et puis, bon, aussi, l'indépendance de la communication, aussi, Kadhafi avait prévu ça, qu'on va lancer des satellites purement africains là-haut pour assurer notre indépendance de la communication. Mais ça, c'est un manque à gagner pour la France, notamment, et puis, le franc CFA, est comme nous le disons souvent ici, et ça a été brisé comme ça, là, Kadhafi a été tué comme un malpropre, comme ça, tout simplement. À quelle idée? Il est en train de massacrer sa propre population. Mais attendez, les Libyens sont les populations qui étaient les mieux nantis en Afrique. Voilà Kadhafi qui avait mis l'argent du pétrole directement sur le développement de son pays. Là, ça va moins bien, c'est divisé. Mais la situation on a cassé le pays. On a cassé le pays. Bon, il y a une dimension historique aussi. La dimension historique, Caro, c'est le panafricanisme est né quand même en Amérique. En Amérique, hein, avec les Marcus Garvey, qu'on connaît très très bien, c'est eux qui ont forgé, n'est-ce pas, l'idée du panafricanisme, les W.E.B. Du Bois, William Edgar Bogart, Du Bois aussi, voilà, c'est des gens qui ont forgé ce panafricanisme avec beaucoup d'autres dans le mouvement d'émancipation des Noirs américains qui est allé avec la fin de la guerre de sécession et ainsi de suite. Il y a tout ce mouvement. Ouais. Et ça atteint aussi l'Afrique avec les Kwame Nkrumah, les grands panafricanistes africains aussi qui ont pris le relais et qu'on a brisé aussi. Donc l'enjeu du panafricanisme aussi est un enjeu beaucoup plus global, c'est-à-dire l'extérieur ne veut pas forcément encourager l'intégration de l'Afrique en tant que telle. J'ai vu que tu avais une question à poser là. Non, mais j'allais dire le temps file, on pourra aller à une conclusion doucement, parce que c'est un sujet qui est très vaste et puis à la limite y revenir là. La conclusion serait de dire que parfois, quand nous voyons, nous de l'extérieur, on voit les coups d'État qui se passent. Moi, je te donne mon positionnement à moi. Oui. Mon positionnement, c'est que j'applaudis les coups d'État qui se passent en ce moment. Je me situe dans la lignée des coups d'État qui sont des coups d'État salvateurs. Mais à la condition que ces militaires-là puissent rassembler les conditions nécessaires pour un renouveau démocratique en Afrique, ou bien un approfondissement de cette transition démocratique qui n'est pas terminée. C'est une transition. Ça prendra le temps qu'il ça prendra, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. À long terme comme mais ça. Mais il faut que les Africains aient toujours à l'idée que la démocratie n'est certainement pas le meilleur système qu'on disait Churchill, mais c'est le moins pire. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a pas meilleur système si on veut impliquer tout le monde, si chaque citoyen africain veut sentir sa souveraineté sur ses terres, il faut qu'il passe par la démocratie qui est basée sur le simple fait que j'ai le droit de vote. La personne que je vais voter moi, c'est la personne à qui je donne un mandat. Mais s'il ne fait pas la job, je lui retire mon mandat. Aussi simplement que cela. Donc, ce qui se passe, les coups d'État... t'es assez, somme toute, optimiste avec tous ces coups d'État. Il faut peut-être... Mais on pourra y revenir, Georges, ce qui est inquiétant, moi, en tout cas, je trouve que, à la lumière des invités aussi qu'on a eus, puis qui semblaient aussi se réjouir de ces coups d'État-là, entre autres au Gabon, parce que... Mais en même temps, moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est la présence des forces étrangères qui sont les présences des forces présentes en Afrique là. On a beau vouloir se débarrasser de la France, qui semble être le cas, mais il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, alors tous ces gens-là qui veulent s'arracher le continent africain. Et c'est là-dessus que les Africains devront être forts et solides. Mais d'où l'idée de repenser ce panafricanisme-là, que chaque État ne peut pas dealer des problèmes qui nous concernent à côté. C'est-à-dire que ce qui
qui m'étonne, je sais pas comment est-ce qu'on n'a pas encore fait émerger l'idée d'une grande conférence africaine, ou quand même, mais on peut pas le faire puisque déjà ceux qui viennent au pouvoir et les dictateurs qui sont là, qui veulent pas lâcher le morceau, c'est ça aussi. Et ce qui se passe. Mais j'organise ça, une grande conférence. Ben on va lancer l'idée à CKRL, pourquoi pas? Tout le temps on va appeler cette conférence-là. Et puis on a déjà appelé aussi ici une conférence internationale, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe au niveau international aussi. Aujourd'hui, on sait pas. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus une autorité morale régulatrice au niveau international qui va essayer de tempérer un peu les tensions au niveau international. On aimerait que les l'ONU États-Unis, mais l'ONU, ça fonctionne plus là. Ça ne fonctionne plus. On voit pas l'ONU. Exactement. C'est une valeur symbolique. Ça devient une valeur symbolique. On sait plus comment. Plus personne ne se lève pour dire mais basta maintenant. Tu vois Biden de son côté, tu vois Poutine de l'autre côté, tu vois Xi Jinping, tu vois de l'autre côté. Il y a aussi le petit Nord-Coréen qui fait des siennes aussi et qui en ce moment est allé voir Poutine là en Russie. Il prend pas l'avion. Hein. Il a son train. Il a peur de l'avion. On peut bien en rire, mais quand les fous de ce monde s'organisent entre eux, ça donne la chair de poule. Mais bref, dans tout ça, l'Afrique, effectivement, devra se tenir debout. Ouais. Il faut se tenir debout. Ils n'ont pas s'allier à des forces obscures de ce monde pour parler comme mais oui, les forces obscures, mais malheureusement, les retards que l'Afrique a eu par rapport à... Parce que finalement, c'est la force du canon aussi. Il faut, malheureusement, le canon, c'est-à-dire il faut des armes pour s'imposer. Tu vois, ceux qui recherchent la bombe nucléaire, là, la bombe atomique, ben écoute, la Corée s'acharne à avoir la bombe atomique parce qu'une fois qu'on a la bombe atomique, personne ne peut te toucher. Voilà. Donc la bombe atomique en question, la bombe est par certaines personnes seulement, qui pays seulement, il faut pas que tout le monde ait cette bombe-là, parce que finalement, ils ont compris que non, pour avoir, n'est-ce pas, la domination sur les autres, ben il faut montrer les muscles. Mais alors, mais jusqu'à quand? Est-ce que l'Afrique aussi va se faire ces petits muscles? Bon, je n'en sais rien, mais... ben là... Je ne sais pas. Mais oui, mais puis si on prend... On verra. Oui, mais si elle est fragile, c'est parce qu'elle n'a pas de muscles, peut-être aussi. Oh, écoute, attends. C'est une autre discussion, la bombe atomique en Afrique. Écoute, peut-être qu'il faudra la bombe atomique avec quelques muscles. Il faut être réaliste. Les autres ont ces muscles-là. Écoute, je suis pas tellement là-dedans, mais pas plus que je veux que... C'est une observation que je fais, Caro. Et je suis pas, c'est pas mon avis, moi non plus. Moi, je suis pacifiste. Tu le sais très bien. Nous sommes pacifistes à CKRL. Les deux. C'est parce qu'on est pacifistes qu'on nous prend pour des... On se pose des questions. On est là-dedans. On se questionne, disons. On se questionne. Mais appelons la réponse dans la prochaine chronique. Voilà. On va tenter la réponse. Parce que la réponse n'est pas facile non plus. Ouais. Mais pour l'instant, on va aller l'appel à la conférence africaine. D'accord. Qu'on essaie de s'asseoir. Et à dialoguer d'abord. Ce sera notre conclusion. J'aime beaucoup mieux. Voilà, exactement. Et à dialoguer et puis à créer la paix dans le monde. Et puis qu'on nous donne l'envie de vivre paisiblement avec nos familles, avec nos amis, avec nos États, avec nos nations, avec le dialogue des cultures. C'est une belle conclusion. Voilà, toute positive. Merci Georges, dans 2 semaines. Bye bye. 8h36, nous on fait une pause qui sera publicitaire et on se retrouve tout de suite après.